Eh bien bonjour pour ce nouveau numéro, nous allons vous amener à Carnon à la capitainerie, vœux oblige, nous irons aussi à Moguio, on vous emmènera à la fête de la truffe avec une championne de la recherche de la truffe, Pépette de la cochonne. Nous irons aussi dans la commune de Saint-Gilles retrouver un cultivateur de riz, on vous en avait déjà parlé, c'était la semaine dernière. Eh bien, on a été à sa rencontre et nous l'avons interviewé. Très bon visionnage et rendez-vous, bien sûr, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, restez curieux. Mesdames et messieurs, peut-être les personnes qui sont un petit peu au fond et qui ont été de toute façon repérées et filmées par Happy TV, donc Happiness, voilà, donc sont priés d'un petit peu de s'approcher, de sorte que les retardataires trouveront un arbre d'accueil à l'image de ce qu'est cette capitainerie. Donc, mesdames et messieurs, donc, comme chaque année, je suis fier, ici sur ces hauteurs, de venir partager avec vous des vœux qui anticipent d'un jour les vœux à la population de manière plus large. Et je suis à la capitainerie, c'est un lieu, alors c'est pas un lieu tellement secret, mais c'est la vigie, c'est la régie, c'est l'hôtel des plaisanciers, avec, comme je l'ai dit, un accueil sur mesure, avec à bord un équipage réactif, polyvalent et mobilisé pour répondre à cet accueil tant convoité, à la logistique, aux réparations, à l'entretien et satisfaire la ronde des plaisanciers. Donc ce n'est pas un maître de port, Patricia de l'Église, elle a toujours Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. J'en profite pour saluer ce soir notre député Patrick Vignan, présent dans la salle, le président de Montpellier Métropole, Philippe Sorel, qui nous a fait l'amitié de venir, monsieur le président de la communauté d'agglomération, Stéphane Rossignol, notre agglomération du Pays Nord, les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs, les maires des communes voisines. Alors, nous avons bien sûr les maires de l'intercommunalité. Je salue le commandant de gendarmerie de la compagnie de Lunel, M. Arnaud, qui est présent avec le commandant de brigade. À toutes et à tous, au nom de l'équipe qui m'entoure, votre équipe municipale, je vous présente tous les meilleurs vœux de santé, de paix et de réussite pour 2016. Et maintenant, je vous invite encore à vous approcher du micro. Merci. Monsieur le maire, un discours ce soir à vos concitoyens, un discours de rassemblement, Oui. d'économie. Oui.
Donc c'est la ligne de Moguio-Carnon pour 2016. Le rassemblement relève des valeurs humaines. L'économie relève de la gestion. L'économie des moyens sera peut-être une manière d'être plus innovant. Je l'ai dit, de nous recentrer sur l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire que nous avons gaspillé l'argent jusqu'à présent, mais que quelque part dans la difficulté, il y a des solidarités qui se tissent, et des solidarités aussi bien au niveau des élus que de la population. Et notre rôle est de ne pas perdre quand même l'essentiel, de ne pas perdre le fil. Il ne suffit pas d'économiser pour économiser. Il faut, j'ai dit tout à l'heure, gardons le sens. Économiser intelligemment. Alors au niveau de la quotidienneté, il y a le cadre de vie, il y a la proximité, tout ce qui relève du bon sens. Et la mutualisation, si on a bien compris, avec les communes aux alentours. Absolument, les communes et les intercommunalités aux alentours, des coopérations intelligentes. Et tout ça avec comme toile de fond, le développement durable pour ne... J'ai parlé des inondations. Il ne faut pas qu'on connaisse à nouveau ces événements terribles de 2003, où on a sorti des gens en barque de chez eux avec 1,50 m d'eau. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu des actions de prévention naturellement initiées par la commune sur des lieux dont on sait qu'il y a quelques risques. Et puis c'est pas simplement pour l'habitat, c'est pour les routes, c'est pour les déplacements, c'est pour l'économie locale. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment une prise de conscience en termes de préservation et de gestion de nos ressources naturelles. La gestion locale de l'agenda 21, c'est ça. Et là, ce ne sont plus des mots, ce n'est plus un concept, c'est une réalité. Enfin, on vous sent très optimiste. Et ça, c'est bien. Je suis décidé, voilà. Optimiste, mais si je n'étais pas optimiste, je ne ferais pas ce que je fais. Mais je suis raisonnablement optimiste et vraiment décidé. Voilà. En tout cas, j'ai une conviction, voilà. J'essaie de la porter le mieux possible et de la faire partager. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est votre truie attitrée. Ah oui, c'est pas la truie du voisin. D'accord. Et donc elle a été dressée ou c'est inné? Non, c'est pas inné. Alors en quoi ça consiste, le dressage? L'année dernière, cette bête, je l'ai prise quand elle avait 3 mois, elle faisait 15 kilos. Je l'ai incité, je lui ai donné des truffes quoi, à manger, des morceaux de truffes, des brisures, tout ça. Et ensuite, bon, elle a été un peu accro. Et bon, en la familiarisant, petit à petit, je l'ai menée sur le terrain et je lui cachais des trucs. Et après, elle a trouvé toute seule, je lui ai laissé manger, ainsi de suite. Et l'année dernière, l'hiver dernier, ça a été une très bonne saison, donc je suis arrivé bien à dégrossir. Cette année, elle a attaqué comme en pleine de saison l'année dernière, donc le mordier des truffes. Et là, ça y est, je lui fais passer. Et là, vous faites ça pour ramasser des truffes ou alors après vous dressez d'autres truies pour d'autres personnes? Non. Dresser un cochon, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est du sérieux, c'est très long. Non. Alors qu'est-ce qu'il y a pour ramasser les truffes? Il y a la mouche, il y a la souris, il y a le lapin, il y a le chien, il y a le sanglier et la truie. Et tout ça, ça se dresse? Ah non, la mouche, non. c'est inné quand même. Parce que pour essayer une mouche, c'est pas... Par exemple, de l'ancienne bête que j'ai perdue fin juin, j'en ai passé 3 pour arriver à celle-là. Oui. Il y en a qui ont plus de capacité que d'autres? Oui. Et ça, vous le voyez à quoi? Vous le voyez rapidement? Il faut une saison, il faut 3 mois, 3-4 mois. Et ensuite, par contre, le caractère, on le voit de suite. Ça, c'est une bête, vous l'avez vu tout à l'heure, non? Non. C'est une bête qui est très familière, très affectueuse, très familière, mais possessive, attention. Maintenant, elle ne le fait plus, mais, parce que j'ai mis un peu l'eau là. Mais sinon, plusieurs fois par jour, elle envoie les dents. Elle veut dire, oh, ça c'est ma truffe. Bon, je ne la racontais pas parce que c'était bien de lui mettre la pression au contraire. Allez. Ouais. Maintenant, je lui fais passer tranquillement. Et donc, vous ramassez combien de... Vous avez quel pour ramasser les truffes? Et vous ramassez en gros combien de kilos de truffes par an? Ah, c'est secret? Ça se dit pas ça. Ça se dit pas? Alors c'est que vous en ramassez beaucoup. Cette année, pas trop parce qu'il a fait un mauvais temps pour ça. Alors oui, qu'est-ce qu'il faut comme temps pour la truffe? Il faut un printemps humide. Je dis humide, 30 mm tous les 15 jours par exemple. À une seule fois, 30 mm. Ensuite, mais tous les mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà. Je ne m'occupais pas de toi. Je ne m'occupais pas de toi. Allez, voilà. Donc vous préférez dans les femelles, remarquez. Et oui, c'est plus familier. Et c'est plus facile à travailler.
Les femmes sont plus souples. Oui, c'est exact. Maintenant, oui. Et puis ensuite, cette maquette, c'est la maquette du Saint-Geniès et puis les abattoirs. Après, là, vous avez tous les partenaires avec ce sont des petits matériaux, ce sont des petits moteurs. Il faut dire que là-dedans, il faut dire que chaque, par exemple, le moulin, vous avez l'éclairage et vous avez l'animation. Vous avez pour l'animation et une pour l'éclairage. Alors pourquoi? Parce qu'il faut pour les offices, on arrête l'animation. Tout ce qui est haut, animation haute, ça c'est public, c'est le reste. Et après, on peut la faire. C'est déjà par un travail ici. Ça permet de... Voilà. En gros. Alors on vous retrouve maintenant dans votre cadre de vie. Alors expliquez-nous comment vous cultivez le riz. Alors, tout d'abord, je suis un riziculteur depuis 1988, parce qu'étant fils de la Camargue malgré tout, puisque je suis originaire de la Camargue occidentale, les bords de l'étang de l'Or, un petit village qui s'appelait Lansargues, qui s'appelle toujours Lansargues, et où je suis né, et qui était la périphérie de la Camargue. Et le mythe de la Camargue, ça a toujours été pour moi quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable. Comme tous les gens de la région. Comme tous les gens de la région. Et en 1988, j'ai eu la possibilité de venir en Camargue travailler, puisque j'ai été engagé comme chef de culture dans un domaine de la Camargue, la vraie Camargue. Et vous avez eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre pour ce territoire, pour cette culture du riz, qui m'a littéralement absorbé. C'est devenu une passion, une vraie histoire d'amour entre la terre de Camargue et la culture du riz. Mais vous l'avez cultivé dès le départ avec votre méthode écologique qui est d'utiliser des canards. Ah non, pas du tout. Non, c'est toute une évolution dans le métier. Alors Disons expliquez-nous toute cette progression dans votre... Oui, ça c'est intéressant. Quand j'étais jeune agriculteur, je pensais qu'on ne pouvait pas cultiver de plantes sans chimie. Parce que j'avais été formé comme ça. On est tous formés comme ça. Oui. Et donc, nous étions, et nous sommes encore, pour beaucoup d'entre nous, des agro-dépendants. Des agriculteurs dépendants de la chimie. La chimie fonctionne très bien et a permis la culture du riz en Camargue. Parce que la culture du riz ne s'est vraiment développée qu'à partir du plan Marshall, donc après-guerre, où on avait mis en évidence, grâce aux armes de combat, au gaz de combat et au gaz d'extermination, il faut quand même appeler un chat, des molécules qui ont donné naissance à la chimie moderne. Donc tout a commencé par la guerre, et après, quand la guerre s'est arrêtée, eh bien, l'industrie pharmaceutique et chimique s'est recyclée dans la pharmacie et l'agriculture. Donc toute une génération, des générations d'agriculteurs ont été formés à l'utilisation de ces molécules et de cette nouvelle agriculture moderne, productiviste. Donc, pendant combien d'années vous avez travaillé avec les méthodes chimiques? Ça, j'ai travaillé avec les méthodes classiques de 1988 à mon arrivée en Camargue jusqu'à il y a 10 ans où nous avons acheté notre propriété. Sachant que pendant une quinzaine d'années, j'ai pratiqué sur les domaines dans lesquels j'étais régisseur, j'ai pratiqué déjà de la méthode écologique puisque nous avions une partie du domaine qui était en agriculture biologique. Et d'où vous est venue l'idée d'utiliser des canards? Alors la première étape, ça a été quand nous avons acheté la propriété, j'étais convaincu que l'on pouvait arriver à faire du riz bio de manière régulière, de façon durable. Ce qui était un véritable défi, car jusqu'à présent, personne n'était vraiment arrivé à trouver un itinéraire technique qui permette de la régularité dans la production de riz biologique. Ça a toujours un côté très aléatoire, qui fait qu'aujourd'hui, sur les 15 000 hectares de riz qu'on produit en Camargue, il y a seulement entre 1000 et 1200 hectares de riz biologique. Et vous en avez combien?
Nous cultivons 20 hectares de riz. Ah, c'est quand même déjà pas mal. C'est pas beaucoup, on est la plus petite exploitation agricole, risicole de Camargue. Et donc la méthode d'utiliser les canards, elle vous est venue La méthode... c'est vous qui avez expérimenté Non, ça? non, pas du tout. Vous avez vu ça quelque part? Alors disons que, à force d'obstination dans le processus d'essayer de faire un itinéraire, de trouver un itinéraire durable, et de nombreux échecs, mon fils, qui est compagnon de tailleur de pierre et qui fait le tour du monde, a vu, lors d'un de ses voyages au Japon, des gens utiliser des canards dans les rizières. En rentrant, il me dit « Papa, j'ai vu un truc génial, les Japonais mettent des canards dans leurs rizières pour désherber, fais-le ». Alors, je suis allé voir sur Internet, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au Japon ni partout dans le monde. Il suffit d'aller sur Internet. Et j'ai vu effectivement que certains agriculteurs utilisaient des canards pour désherber. C'est n'importe quel canard ou Eux ont des races de canards spécifiques, japonaises. Il fallait adapter la méthode. Parce que dans tous les itinéraires d'agrobiologie, il n'y a pas de recette universelle. En agrochimie, c'est facile. Quelle que soit la situation, le pays dans lequel vous vous trouvez, vous utilisez la terre, vous utilisez la semence et vous utilisez les pesticides avec la même méthode. Parce que, malheureusement, l'agriculture conventionnelle s'appuie sur la destruction. Je tue, après je discute. Vous allez me dire, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une agriculture qui est basée sur un système qui utilise des herbicides, des insecticides, des fongicides, et la post-formante cide, ça veut dire je tue. Donc je tue, après je discute. Quand vous avez fait table rase et que vous avez tout tué autour de vous, eh bien vous pouvez démarrer votre programme, votre projet. C'est comme Attila. Attila, il arrive, il tue tout le monde et puis il s'installe. Mais nous, on fait pareil. C'est une agriculture... Bon, les copains qui font de l'agrochimie ne vont pas être contents, mais c'est une agriculture de prédateurs. Mais ça fonctionne. Je tue, j'élimine et je me mets à la place. En agrobiologie, on a une approche différente. On a une agriculture d'organisateurs. On se place dans un biotope et on essaie, dans le biotope, d'utiliser tout ce qui est à notre disposition sans faire violence autour de nous. On élimine, on écarte les problèmes, mais on ne peut pas vraiment les éliminer. On les écarte, on passe à côté. Donc c'est une agriculture de contournement. Et on s'adapte. Et on s'adapte. Donc le biotope, il faut bien le connaître. Ce qu'il y a dans le biotope, il faut bien le connaître. Les mauvaises herbes, on peut les éradiquer, mais jusqu'à un certain point. Il y en a toujours qui vont pousser. Et petit à petit, vous allez trouver une espèce d'équilibre qui va faire que votre travail va vous permettre d'avoir des productions correctes, avec des rendements, et sans avoir porté nuisance à l'environnement dans lequel vous êtes installé. Vous avez combien de canards là? Alors, chaque année, sur une vingtaine d'hectares, l'idéal ce serait... Vous les changez tous les ans? On change les canards tous les ans, oui. Car dans le processus agronomique, il faut des petits canards dans une petite rizière. Quand le riz est petit, il faut que les canards soient petits. Sinon, les gros canards auraient tendance à piétiner. Donc vous les achetez petits quand le riz est petit et après toute la vie du... J'achète les canards le jour où je sème le riz. D'accord. Donc on a une espèce de relation de proximité avec le fournisseur de canetons. Je prévois ma commande pour une période bien particulière. Et quand je vois les conditions météo qui me permettent de semer le riz, quand je sais que je vais semer, mettons, le 20 mai ou le 21 mai ou le 22 mai, à peu près, j'appelle la société qui me produit les canetons, et eux calibrent les 15 jours avant ou 10 jours avant, et eux calibrent les couvaisons, afin que quand j'aurai semé mon riz, quelques jours après ou quelques jours avant, j'ai les canetons qui sont arrivés. Et tout de suite, ils se mettent à... Alors non, il y a toute une phase d'éducation. C'est ça, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Il faut que lorsque nous recevons les canetons, pendant les 3 premières semaines, les canetons s'habituent à l'homme, parce que c'est la relation qu'ils auront avec l'homme, ça va conditionner toute leur vie. Il faut qu'ils soient faciles de manipulation, donc il faut qu'ils me connaissent très bien. Il faut également qu'ils soient habitués aux clôtures électriques,
qui vont conditionner également leur vie, puisqu'ils vont être lâchés dans des champs de riz qui vont être clôturés avec des clôtures électriques. Donc il y a toute une phase d'apprentissage du caneton qui consiste à devenir le collaborateur de l'homme. Vous le dressez, quoi. Un dressage, un apprentissage. Et la gestion avec les clôtures électriques. Et lorsque les animaux ont acquis naturellement cette proximité entre l'homme et les clôtures, après on peut les sortir de l'espace d'éducation et les amener dans la rizière. Et vous n'avez jamais eu d'échec? Il n'y a jamais eu des canards qui ne se sont pas adaptés? Non, les canards globalement s'adaptent bien. Quand il y en a qui s'échappent vraiment tout le temps, c'est toujours les mêmes qui s'échappent, au bout d'un moment ils se font bouffer par le renard. Ouais. Donc quand ils se sont fait bouffer, ils ne sont plus échappés. Oui, Voilà. Et le renard nous en tue beaucoup, malheureusement. C'est ceux qui c'est le seul prédateur que vous avez? pratiquement, quand ils sont tout petits, un peu les buses et les mouettes, quelquefois. Ah oui. Mais quand ils grossissent un petit peu, après, les buses ne peuvent plus les enlever, quoi, les transporter. Et donc, c'est le principal prédateur, c'est le renard, quoi. Et donc, vous produisez combien de tonnes, vous avez dit? Ben, cette année, sur 19 hectares 50... Il y a des années... ben, disons qu'on ça a dépend mis... de quoi, Disons que je fais du riz depuis 1988, du riz biologique depuis les années 90, 95. Et les quantités sont inférieures, le riz biologique? Alors le riz biologique, oui, c'est globalement... C'est inférieur, mais de meilleure qualité. Globalement, c'est différent. Le riz conventionnel, la Camargue fait à peu près entre 5,5 tonnes et 6 tonnes de rendement à l'hectare, en moyenne, avec des variations assez importantes, mais en moyenne, depuis des années, c'est entre 5,5 tonnes et 6 tonnes. En riz biologique, on se situe plutôt autour de 4 tonnes par hectare, mais avec des fluctuations beaucoup plus importantes, qui peuvent aller de 7 à 8 tonnes, dans des parcelles exceptionnelles qui sortent de longs assolements sans rizière, à des rendements catastrophiques de l'ordre de 0, proche de 0, si la parcelle est totalement enherbée. Donc la moyenne fait que c'est autour de 4 tonnes, mais la fluctuation est énorme. L'important de la méthode que j'ai identifiée, c'est que l'on puisse faire des rendements qui ne soient pas forcément exceptionnels, mais qui soient réguliers. Et là, on tourne autour de 5 tonnes hectares, quoi, à peu près, un petit peu moins de 5 tonnes hectares. Donc pas d'année vraiment mauvaise? Alors disons que jusqu'à présent, les rendements étaient plutôt aléatoires, tant que je n'avais pas mis la méthode des canards au point. Depuis combien de temps alors, vous avez les canards? Les canards depuis 5 ans. Et maintenant que vous avez au sein de la méthode des canards, il a fallu encore 3 ans d'adaptation pour pouvoir bien maîtriser la méthode. Ouais, parce que c'est un peu technique quand même. C'est plus que peu, c'est que technique. Disons que l'agriculture biologique... Alors que ça semble simple, mais toute l'éducation des canards, ça va être quand même assez... Ça, c'est la partie la plus facile. Ah ouais? Qu'est-ce que oui. c'est alors qui est le plus compliqué? Ben, le plus compliqué, c'était de faire en sorte que le jour où on introduit les canards dans la rizière, le champ de riz soit propre. C'est-à-dire qu'un agriculteur dit propre ou sale, c'est pas qu'il y a des poubelles qui traînent, c'est qu'il y a de l'herbe ou il n'y en a pas. Ouais. Donc un champ propre, c'est un champ sans herbe. Mais leur travail, c'est pas de manger l'herbe? Oui, mais il faut que le champ soit propre avant qu'ils arrivent dans le champ. D'accord, ah oui, effectivement. Et ça, c'était compliqué à faire. Parce que, à la différence de l'Asie, en Asie, on repique le riz. Donc à la veille de repiquer le riz, l'agriculteur va travailler son champ et va faire en sorte que le jour où il repique son riz, le champ soit propre. Il n'y a pas d'herbe, puisqu'il a travaillé le champ quelques heures avant le repiquage, l'opération de repiquage. Et le riz, le jour du repiquage, est déjà grand. Il a à peu près 10 cm de hauteur. Ce qui fait que dès le lendemain matin du repiquage, vous pouvez mettre les canetons dans la rizière, si vous utilisez des canetons, et les canetons vont arriver dans un champ propre, sans herbe, et quand les mauvaises herbes vont commencer à pousser, ils vont les détruire. Parce que les canetons ne détruisent que les plantules de mauvaises herbes. C'est-à-dire une herbe toute petite. Et oui. Ce qui était compliqué en Camargue, c'est qu'on avait... on fait pas du repiquage, on fait du semi-direct. Et dès l'instant où vous mettez en condition de germination
une graine de riz, la petite graine de mauvaise herbe qui est juste à côté va se mettre elle aussi à germer. Et vous allez donc avoir une simultanéité de développement entre la mauvaise herbe et la plante cultivée. Et la méthode que j'ai mise au point consistait à faire en sorte que cette simultanéité ne soit pas, n'y soit pas. D'accord. Et personne, vous n'avez pas des collègues qui veulent vous prendre votre méthode, travailler On a avec eu cette méthode? beaucoup de visiteurs. Vous êtes tout seul à le faire? Pour l'instant, je suis tout seul à le Personne n'a faire. envie de... C'est d'aller compliqué. là-dedans? Un, c'est compliqué. Deux, ça ne peut pas se faire sur de grandes surfaces. On est obligé d'utiliser cette D'avoir des méthode. petites Ben oui, exploitations. ben oui. Ce que je fais, c'est plus de l'artisanat que de l'agriculture. Hein. Oui, mais bon, ça fait du bon riz. Ça fait du bon riz. Ça vous permet de vivre. Tout à fait correctement. Mais encore une fois, nous avons une petite structure agricole, puisque l'exploitation dans sa totalité fait 80 hectares. Sur cette exploitation, nous faisons du foin, nous faisons de l'élevage de moutons, du riz et des canards. Et puis vous habitez sur place. Et on habite sur place. Alors l'originalité de votre maison, c'est que c'est...